Donc, pour présenter un peu plus ce qu'est un carré magique, on vous donne l'exemple cette fois-ci d'un carré magique dit de Saturne, hein. Donc, en mathématiques, un carré magique, ce sont ces chiffres disposés de telle manière qu'il y a une constante numérique qui s'en dégage. En l'occurrence, donc la valeur numérique est 15. Donc on voit bien, hein, 4, 9, 2, 15, 3, 5, 7, 15, 8, 1, 6, 15, 4, 3, 8, 15, et ainsi de suite, hein, jusqu'à même en diagonale, hein. Il faut évidemment toujours qu'elle soit dans la même orientation. Et en magie, donc le carré qu'on vient de voir, là, de 3 à 3 entrées, s'appelle un carré magique dit de Saturne. C'est pour ça qu'on a donc illustré le propos avec les lames suivantes, donc la lame 6 et la lame 15. Sachant que la lame 15, en fait, se prénomme le diable, mais ça peut renvoyer à Saturne, Satan. On voit que c'est la même racine, hein, d'ailleurs, ST. On va en reparler un peu plus tard. Donc on a choisi cette carte qui, quand même, peut nous amener à penser à la division. On remarque d'ailleurs que 10 plus 5 font 15, 5 plus 1, 6. Et de l'autre côté, on a l'union, cette fois-ci avec l'arcane l'amoureux, qui est donc 5 plus 1, 6. Comme s'il y avait du coup un enseignement déjà à tirer de cela. Donc on a l'habitude, comme je vous disais, de voir plutôt des carrés magiques composés de nombres, mais cette fois-ci on a un carré magique composé de lettres. Donc ça devrait déjà nous amener à réfléchir sur la nature de celui-ci et sur la nature de la constante qui s'y trouve. Puisqu'on a dit que dans le carré magique numérique, la constante est numérique. On peut imaginer que dans le carré magique composé de lettres, la constante est littéraire ou symbolique, sémantique, que sais-je. Les carrés magiques sont utilisés en magie et en cryptographie. Ne peut-on pas y voir là un indice d'une volonté de transmettre un message à décoder? Dans le cas qui nous intéresse, il ne s'agit donc pas d'une constante numérique comme la plupart des carrés magiques, mais plutôt de constantes thématiques, comme nous allons donc le remarquer. Ces thèmes qui nous sont communs, donc dans plusieurs contextes culturels, et à des époques parfois très éloignées dans le temps et dans l'espace. L'analogie et l'étymologie nous permettront de lever cette difficulté. Donc là, à nouveau, on utilise l'analogie, hein, donc on voit sur les illustrations qu'on a en fait la toile de l'araignée, hein, au centre, et il y a des gouttelettes qui se trouvent aux jonctions dans l'image de gauche, un petit peu à l'image de cette représentation en fait du filet d'Indra que François-Marie Perrier donc avait évoqué dans notre ouvrage, et qui dit en fait que à chaque croisement des mailles, il y a comme des joyaux qui reflètent tous les autres joyaux. Donc c'est un petit peu cette image qui nous était donnée par les néotomistes. C'est qu'en fait, chaque chose se reflète dans les autres à des croisements entre des sillons du champ lexical, si je puis dire. Mais on va un petit peu développer tout ça après. Donc sur le plan purement heuristique, le palindrome peut sous-entendre qu'on aura à considérer plusieurs sens de lecture, donc par la sémantique, mais également plusieurs sens de lecture, cette fois-ci la lecture réelle, hein, de gauche à droite, de droite à gauche. C'est là qu'on va peut-être faire appel du coup au latin, donc qui se lit de gauche à droite, et dans d'autres cas, peut-être de droite à gauche, comme l'hébreu ou l'arabe et d'autres langues. Donc on n'a pas dit ce qui était un palindrome. Un palindrome, en fait, c'est un mot qui se lit dans deux sens différents. Donc par exemple, comme le mot kayak, on peut le lire de gauche à droite et de droite à gauche. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, le carré magique Sator Arepo Tenet Opera Rotas se lit dans tous les sens. Sur le plan philosophique, le palindrome peut induire l'existence d'une cohérence cachée derrière l'apparente opposition des choses. C'est l'unité représentée par le mot et ses deux sens contraires de lecture qui semblent y faire allusion. Donc là, ça nous permet aussi d'introduire la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, donc qui est dit être le père des philosophes, le trois fois grand, celui qui maîtrise les trois parties de la philosophie. Donc il y a un texte qui lui est attribué, hein, et qui dit « Il est vrai, sans mensonge certain et très véritable, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses ont été et sont venues d'un, par la médiation d'un, ainsi toutes les choses ont été nées de cette chose unique, par adaptation. »
on va voir que la structure du carré Sator, en fait, est clairement l'image en fait de ce texte, quoi. C'est l'illustration même de ce texte, car on a au centre de ce carré magique une seule lettre donc, qui n'est pas réutilisée en fait dans les mots qui composent le texte. Il n'y a qu'une seule lettre qui n'est pas répétée, c'est le N. Et quelque part, on peut y voir donc la médiation d'1 puisqu'elle est au milieu du carré magique. Mais bon, on parlera un petit peu plus longtemps de ça un peu plus tard. Et à nouveau, donc ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc voilà, sur cette image, on voit bien, par exemple, que le S se retrouve ici et se retrouve également ici. Et à nouveau, le R avec le R. Mais vous pouvez peut-être remarquer vous-même ces choses-là. Donc sur cette présentation, sur cette diapositive, on voit à gauche le carré Sator de l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus à Saint-Paul de Fenouillet dans les Pyrénées-Orientales. Donc là, donc à gauche, on voit que sur l'illustration qu'en fait l'artiste qui a donc sculpté cette œuvre en a profité quelque part pour rajouter des informations de sa propre compréhension. On voit que les T ne sont pas disposés de façon normale, mais indiquent vraiment le centre du carré, qui d'ailleurs donc est représenté par le N évidemment, mais fait comme une sorte de lemniscate. On voit que les N sont doublés comme en miroir, ici, et quelque part, ça indique vraiment que tout converge vers le centre et en même temps s'empropage. Dans l'image de droite, là ce sont les S qui ont été disposés de cette manière par l'artiste et qui quelque part insistent vraiment sur la forme qui rappelle le serpent. Et on va voir que cette rotation, hein, donc rotas, se fait autour du N, un petit peu comme le serpent autour du bâton d'Esculape. Donc le bâton est le point fixe, et ce qui est par contre volatile, variable, c'est ce serpent qui est en périphérie. On peut aussi remarquer que les A et les O ont une forme assez particulière. Le A ressemble à une sorte de compas, un petit peu comme il peut être représenté des fois dans l'imagerie maçonnique. Et le O, en revanche, lui, est représenté comme un cercle ayant un point à son centre. On remarque d'ailleurs que c'est le glyphe du soleil, hein, en astrologie comme en alchimie. Mais là, en l'occurrence, on peut imaginer que le compas, en fait, se plante au centre du O et fait la rotation, ce qui nous amène vraiment à conforter ce qu'on a dit sur la rotation autour du N et le mot rotas.